Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette intro avant l'intro. Je vous explique brièvement le concept de la vidéo. En fait, elle a été réalisée en un seul jour. C'est-à-dire que les recherches, l'écriture et le montage, tout ça a été fait en une seule journée. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez envie que je fasse d'autres petites vidéos un peu challenge dans ce genre-là, je suis à votre écoute bien évidemment. Bref, je vous embête pas plus longtemps. Bonne vidéo à toutes et tous. Ciao. Sur le sable chaud, sous le soleil étouffant de Ra, Kankou Moussa se présente en Égypte à l'occasion d'une halte lors de son pèlerinage vers la Mecque. Tous sont subjugués par la splendeur du spectacle. L'empereur se présente aux héritiers du pharaon, accompagné par pas moins de 60 000 hommes et assisté par 500 esclaves, portant chacun une barre d'or d'environ 3 kilos. Le seigneur Moussa se montre d'ailleurs particulièrement généreux avec ses hôtes, à un tel point que le cours de l'or est déprécié des années durant dans la région. Tous ces symboles forts incarnent la puissance autant commerciale que militaire de l'Empire du Mali. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Wan et en ma compagnie vous allez découvrir les civilisations disparues de notre histoire. Aujourd'hui, destination l'Afrique de l'Ouest où nous allons en apprendre plus sur la civilisation du Mali. Mais avant de vous en dire plus, générique. Remontons quelques années dans le passé, jusqu'au 8e siècle plus exactement. Le berceau de l'Empire du Mali est un modeste royaume appelé Mandé, situé entre les villes de Sigouri, au nord-est de la Guinée, et de Kita, au sud-ouest du Mali, qui a pris son essor après le démembrement de l'ancien empire du Ghana. Il prospère à l'aide du commerce à longue distance avant d'entrer dans sa phase de déclin suite à de multiples invasions berbères dans la seconde moitié du XIe siècle. Dans cette mosaïque impériale, un homme se démarque et s'impose comme la figure fondatrice de l'Empire du Mali. Son nom, Soundiata Keita. La légende raconte que l'empereur est né infirme, incapable de se tenir simplement debout seul. Il serait parvenu à se redresser par un miracle divin et à s'exiler avec sa mère et son frère pour ne pas finir capturé par un oncle jaloux. Lors de son exil, il apprend à manier les armes jusqu'à devenir un puissant guerrier. Sundiata va ainsi rallier plusieurs rois à sa cause pour mener son oncle Soso à la défaite en 1235. Reconnu grand vainqueur, tous les chefs jurent fidélité au jeune homme. Il devient le Mansa, l'empereur, le roi des rois, et installe sa capitale à Niani. Enfin, c'est ce qu'on pensait jusqu'il y a peu. En effet, des études menées au XXe siècle ont démontré qu'il n'y avait pas vraiment de capitale fixe à l'Empire. En fait, à l'instar de notre modèle centralisé, là où séjournait l'empereur, il y avait la capitale, tout simplement. Maintenant qu'il a prouvé sa valeur sur son territoire, il est temps pour Sundiata de mener ses batailles en dehors de l'Empire. Il enchaîne les batailles et les victoires dans le but d'accroître son emprise territoriale. La tradition lui attribue ces paroles chantées devant tous les chefs de guerre vaincus. Tous les rois qui ont lutté contre moi et qui ont été vaincus conserveront leur royaume. L'animal le plus puissant, aussi bien dans l'eau que la terre, est l'hippopotame. Ensemble, nous formons une force aussi puissante que lui. C'est pourquoi notre empire s'appellera Mali. À cet instant précis, Sundiata devient le Mansa aux yeux de tous. D'ailleurs, anecdote rapide, Sundiata a décidé d'appeler son empire Mali parce que le dit mot est en fait celui utilisé pour désigner l'hippopotame en bambara, qui est le dialecte de l'empire. Celui-ci semblant porter un affect tout particulier à l'animal, il n'a pas dû réfléchir bien longtemps avant de choisir ce mot-là. Mais revenons à notre histoire. Du début de son règne jusqu'à sa mort en 1255, Sundiata bénéficie d'une économie prospère, basée notamment sur l'exploitation minière, en particulier celle des mines d'or de Bourré, lui apportant des richesses démesurées. On considère ainsi que près des 2 tiers de l'or européen provient de l'empire malien au XIVe siècle. Son commerce est assuré par les Arabes et les Berbères du Nord, le Mali se garantissant le monopole de la production. Mais il n'y a pas que l'or qui est responsable de cette folle richesse. Il faut aussi prendre en compte les épices, le coton, la noix de cola, l'ivoire et l'esclavage. Quand bien même Sundiata a tenté d'abolir ce dernier après sa conversion à l'islam en érigeant la charte du Manden, son peuple restant majoritairement animiste, il n'avait que faire de ces règles du dieu unique. En ce qui concerne les importations, le commerce transsaharien à longue distance hérité du royaume de Mandé fournit à l'empire tissus, armes, bijoux et bien d'autres produits méditerranéens comme le blé, la faïence, les épices ou les dattes. Malgré sa générosité avec les vassaux et les voisins, ça n'empêche pas le Mansa de diriger son empire avec une main de fer. 16 clans d'hommes libres, 5 de marabouts pour assurer l'éducation religieuse et morale de la plèbe, 4 de griots pour endoctriner la jeunesse, et 5 d'artisans dont les forgerons, plus respectés que tous les autres. Le territoire, quant à lui, est subdivisé en provinces, cantons et villages. La dynastie des Keita persiste jusqu'en 1389, lorsque ce cher Kankou Mansa monte sur le trône. Et nous revoilà maintenant à l'époque évoquée dans l'introduction de cette vidéo, comme tu as peut-être pu t'en douter. Et c'est justement à cette même époque, plus précisément entre 1312 et 1337,
que l'Empire du Mali va connaître son apogée. Extrêmement étendu, l'Empire n'en est pas moins remarquablement bien organisé administrativement. Les provinces sont dirigées par des gouverneurs et les royaumes vassaux par les rois occupant le même rôle. Le Mansa compte sur de nombreuses ressources minières. Les bancs de sable aurifères de Bambouk et de Bourré, les gisements de cuivre de Diarra et Takeda, ou encore le fer du Haut-Sénégal. Un système fiscal efficace qui contraint chaque citoyen à payer sa part du gâteau, que ce soit en or, en armes, en céréales ou encore en coton. Quant aux marchands, ils paient tous une taxe de douane pour tout objet entrant ou traversant le Mali. L'Empire génère de cette façon tant de richesses que Moussa est considéré comme l'homme le plus riche de toute l'histoire de l'humanité, sa fortune s'estimant à 300 milliards d'euros contemporains. Pour s'attarder brièvement sur la production interne, on estime que plusieurs tonnes de métal étaient produites sur le territoire malien chaque année entre le XIIIe et le XVIe siècle. Un peu plus tôt, je te parlais de la main de fer du Mansa. Eh bien, voici un petit exemple qui va illustrer son hospitalité. En 1325, alors qu'il s'en revient d'un pèlerinage à la Mecque, l'empereur décide de prendre du repos à Gao. Là-bas, il reçoit les hommages du seigneur local, qui lui remet, en guise de respect, ses 2 fils et princes en otage. Pour ceux du fond qui n'auraient pas compris ce que ça veut dire, le seul cadeau digne de Kankou Moussa, d'une valeur suffisante à l'empereur, sont les 2 héritiers du bonhomme. Quand on sait la valeur d'un unique héritier à l'époque, ça montre un peu l'exigence à laquelle sont soumis les vassaux. Néanmoins, il n'y a pas que par la force que Moussa s'impose. Il décide la construction de la mosquée de Djingareber, qui deviendra quelques siècles plus tard un haut lieu de la diffusion islamique. Rapide aparté pour éviter toute confusion fâcheuse, quand je dis islamique, je parle bien de la religion musulmane. On ne parle pas de terroristes, évidemment. À la base, le mot islamisme a été inventé pour imiter les autres dénominations des religions, comme christianisme, bouddhisme, judaïsme, dont tout ce qui finit en isme. Voilà, il n'y a pas de connotation négative derrière. Tout ce que je t'ai expliqué précédemment fait de Kankou Moussa un des pères fondateurs de ce carrefour du savoir. Il fait en sorte que des poètes, des savants et des architectes l'accompagnent en permanence pour appuyer et démontrer la puissance culturelle de son empire, ainsi que pour favoriser l'essor de son influence. Une puissance commerciale, militaire et culturelle que le voyageur et écrivain Ibn Battuta décrit lors de sa visite de l'empire. Certains jours, le sultan tenait audience dans la cour du palais sous un arbre. Il était assis sur une estrade recouverte d'un tapis de soie et surmontée d'une ombrelle en or. Le sultan portait une coiffe en or. Il était vêtu d'une tunique de velours rouge confectionnée dans de précieux tissus venus d'Europe. Malheureusement pour nos chers protagonistes, toute ascension précède une chute. Et comme le dit l'adage, plus il est grand, plus il tombe de haut. Le déclin est lié aux querelles de succession qui empêchent de conserver l'unité de l'Empire. Un souverain en particulier marque l'histoire de la chute du Mali, Mari Djata. Selon les dires des historiens, il a ruiné le royaume, dissipé ses richesses et vendu la pépite d'or du trésor royal hérité de son père. Une pépite brute d'environ 50 kilos qui était le symbole de la toute-puissance malienne. La désorganisation gagne peu à peu l'immense territoire, entraînant la mauvaise gestion du commerce transsaharien et la perte progressive de l'autorité et de l'influence politico-culturelle. Les rois vassaux récupèrent leur autonomie un à un et les invasions des Peuls du Nord et des Mossis du Sud, 2 peuples rivaux, finissent de démembrer le grand empire du Mali qui disparaît. Et voilà, c'est ainsi que la vidéo se termine. J'espère sincèrement que ça t'a plu, et si c'est le cas, tu peux me le faire savoir de différentes façons, en mettant un pouce en l'air, en mettant un commentaire, en activant la cloche aussi pour pas rater les prochaines vidéos, enfin bref, je vais pas te casser les oreilles avec ça, tu sais certainement tout ce que tu peux faire, et j'insiste sur le fait, si ça t'a plu, bien évidemment. Comme t'as pu le voir dans l'introduction, cette vidéo a été réalisée en 24 heures, donc les recherches, l'écriture ainsi que le montage, tout ça a été fait dans une seule et même journée. Dans la description, tu peux retrouver mes différents réseaux qui s'élèvent au chiffre 2. Oui, je sais, c'est pas énorme, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a donc mon Instagram perso, où est-ce que je partage pas mal de trucs, comme de la politique, de l'histoire, etc. Donc n'hésitez pas à venir si vous voulez qu'on discute de tout ça. Et aussi mon Twitch, sur lequel je vais live le mercredi et le dimanche, pour justement écrire des vidéos et des choses comme ça. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à venir, ça me fera plaisir. Voilà, je pense que j'ai tout dit, donc je n'ai plus qu'à souhaiter une bonne journée ou soirée. On se retrouve la prochaine fois, c'était One, ciao.